Ok, bonjour à tous. Comme l'a annoncé monsieur, je suis Alban Renard, je suis le responsable du pôle SEO chez Cybercité. J'ai pas de zapette, donc je vais être un peu collé à mon PC, c'est un peu chiant. C'est pas grave. Donc Cybercité, en quelques mots, je vais être assez rapide là-dessus. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On va parler SEO, donc optimisation pour les moteurs de recherche pour ceux qui seraient éventuellement newbies. Cybercité, c'est la première agence trafic indépendante en France. En tout cas, on se revendique comme tel en termes d'agence indépendante. On est aux alentours de 15 millions de chiffre d'affaires. On a 6 agences en France sur Nantes, Rennes, Nice, Chambéry et Lyon, le siège social. On a 130, voire un peu plus, de collaborateurs qui sont experts dans leur domaine respectif. Et on a environ 600 clients satisfaits aujourd'hui. Voilà, notre domaine d'activité, c'est l'acquisition de trafic au sens large, principalement SEO, search ads sur Google, mais également sur le média digital. On a également des volets sur l'inbound marketing et les stratégies de conversion du trafic que vous pouvez acquérir d'ores et déjà. Et également un pôle data analytics sur principalement la compétence et Google Analytics, mais pas que. On fonctionne également avec toutes les régies pour l'implémentation de tags, le conseil, l'analyse et les recommandations CRO également. Voilà, la partie content marketing fait également partie du SEO. On a une partie content pure, une partie linking pure et évidemment un mix des deux, ce qui fait du content marketing, ainsi qu'une agence social media qui s'appelle Onlyso. Voilà, notre stand est à l'entrée, vous ne pouvez pas le louper, c'est le tout premier quand vous rentrez. N'hésitez pas à venir nous voir. L'idéal, ce serait qu'on puisse discuter de vos projets ensemble. Voilà, quelques exemples de clients avec lesquels on travaille, pour certains depuis de nombreuses années, comme Air France ou Orpi, qu'on a depuis 10 ans. Voilà, ce sont de jolis comptes. Okay. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit panorama global de ce que c'est que le SEO en 2019 et ce que ça sera en 2020. Même si je ne me prétends pas devin ni quoi que ce soit de ce genre, mais on va voir pas mal de choses. On va forcément survoler certains sujets plus que d'autres. Il y aura évidemment un petit temps de questions et vous pouvez également me retrouver sur le stand après si vous en avez d'autres. Voilà, donc on va déjà commencer par les bases. Alors, ça va vous paraître peut-être un peu basique pour certains, mais déjà je voudrais qu'on reprenne par le début de l'histoire de Google en se posant la question toute simple, à quoi sert Google ? Donc Google, je vous apprends rien, je pense, en tout cas j'espère, sinon vous allez être peut-être un peu perdu dans quelques slides. C'est un moteur de recherche à la base. Le moteur de recherche qui classe les pages par popularité. C'était la grosse innovation de Google quand ils ont été créés en 97 par les deux fondateurs. Auparavant, on avait des moteurs qui classaient les sites en fonction d'un nombre de mots-clés, de la présence, de la densité, etc. La grosse innovation de Google, ça a été la prise en compte des liens externes au site internet pour construire un score de popularité qu'on appelait le PageRank, qu'on appelle toujours le PageRank, parce qu'au final, PageRank, ça veut dire classement de pages. Et aujourd'hui, Google classe toujours les pages en grande partie grâce à ces indicateurs off-page, ces indicateurs de netlinking dont on reparlera tout à l'heure. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je reparle de ça et pourquoi je reparle de cette base qui est vraiment la grosse innovation initiale de Google. Aujourd'hui, évidemment, Google, c'est un mastodonte, 30 milliards de pages web indexées, des bénéfices 2017 à 26 milliards, un chiffre d'affaires à 117 milliards de dollars. Donc c'est évidemment énorme. Pourtant, au final, Google, sans contenu et sans vous, sans le contenu qu'ils vous veulent, c'est une simple coquille vide. C'est-à-dire que c'est un outil, finalement, que vous autorisez à crawler vos pages, à utiliser votre bande passante, à récupérer vos contenus gratuitement. Il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de quoi que ce soit. Vous lui devez rien à la base. Et en fonction de ça, il vous donne en plus des guidelines pour optimiser vos sites. Et vous optimisez vos sites en fonction de ces guidelines. Donc autant dire que Google vole une grande partie du web pour ses propres services qui sont tout simplement des notions de publicité. Donc évidemment, c'est une poule aux œufs d'or et c'est un partenariat gagnant-gagnant, hein, c'est un deal gagnant-gagnant dès le départ, puisque au final, sur les 3 milliards de requêtes par jour, vous imaginez bien le volume que ça représente, sachant qu'en plus, 15 à 20% de ces requêtes-là sont nouvelles chaque jour, donc il y a vraiment un gros renouvellement des requêtes qui sont faites sur le moteur de recherche. En revanche, ce deal gagnant-gagnant, on s'aperçoit avec les années qu'il est de moins en moins gagnant pour nous, finalement. Ce trafic que Google vous propose en échange de vos contenus, ces clics qu'il vous propose, au final, c'était un petit peu un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'auparavant, Google n'était pas aussi dominant, en tout cas en 97, 80, 98, 99. Et à partir des années 2000, finalement, ils n'ont plus vraiment eu besoin de l'aval des éditeurs pour pouvoir faire ce qu'ils voulaient, entre guillemets.
Donc là, ça fait plus de 10 ans que Google est à plus de 95% de part de marché, donc c'est énorme en termes de domination de secteur. Et pour autant, aujourd'hui, il n'a plus besoin finalement de votre avis pour faire ce qu'il veut, récupérer vos contenus de la manière qu'il veut, vous dire comment les formater pour faire en sorte que ça coûte moins de bande passante chez lui et parfois plus chez vous. Il vous fait accélérer vos sites, il vous fait les rendre mobiles, etc. Bref, il vous dit un petit peu ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est Google qui mène la danse de ce côté-là. Et en échange de ça, tous les clics qu'il vous donne, ils diminuent. C'est-à-dire que le trafic SEO que vous êtes censé obtenir, si on regarde les chiffres, donc c'est une étude américaine qui est assez connue, qui a été faite par Rand Fishkin chez SparkToro, qui est un ponte du SEO depuis des années, qui travaillait chez Moz auparavant. On s'aperçoit quand on étudie les chiffres qu'entre 2016 et 2018, on a perdu, alors je parle que du mobile ici, on a perdu 60% de clics SEO sur les requêtes qui sont faites sur Google. Donc c'est quand même assez significatif. Et on retrouve ça d'un autre côté, c'est que sur mobile, on a une augmentation de 20% des requêtes internautes, donc l'internaute qui fait une requête sur Google, qui ne génère pas de clics. Tout simplement pas de clics. Ça veut dire que l'internaute reste chez Google. Alors pourquoi ? Vous l'avez tous vu, vous l'avez tous constaté, je pense. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point et à quelle envergure ça a. Mais c'est que Google, en fait, a muté petit à petit, sans forcément vous le dire, même s'il communique pas mal dessus depuis qu'il domine, et s'est transformé en moteur de réponse. C'est-à-dire que le moteur de recherche est devenu un moteur de réponse, veut être votre meilleur ami, veut répondre à toutes les requêtes que vous lui formulez pour avoir directement la réponse, sachant que eux, leur but avoué, c'est de répondre aux demandes des internautes, tout simplement, et pas de faire plaisir aux éditeurs de sites. Donc ça concerne plein de SERP. Donc les SERP, c'est les Search Engine Result Page, donc les pages de résultats de recherche sur Google. Je vais dire ce mot-là plusieurs fois, donc autant que je vous l'explique dès le départ. Les SERP sont souvent occupés par des services Google, services qui sont plus ou moins faits avec des partenaires. Là, on voit weather.com. Voilà, la météo, vous avez directement la réponse. Vous n'avez plus besoin d'aller sur un site de météo. On a les différentes définitions, les traductions, tout ce qui est conversion de devises, conversion de données, conversion des différentes mesures. Je ne suis pas très maths, donc je suis désolé. On voit aussi pas mal de choses sur la partie knowledge graph, c'est-à-dire le graphique de la connaissance selon Google. Alors c'est très pompeux, mais derrière, qu'est-ce que ça cache ? Que Google, encore une fois, agrège le contenu qu'il trouve à droite à gauche. L'open web, finalement, il s'en sert, et puis derrière, il fait au départ des affichages, comme ceux-là. Ce qu'on commence à voir sur les SERP américaines notamment, qui sont toujours un petit peu en avant sur nous et qu'on voit déjà sur certaines SERP françaises, il y en a un certain nombre que je vais vous montrer, c'est que petit à petit, Google propose des navigations derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus uniquement l'affichage sur la SERP, il y a également la possibilité pour l'internaute de cliquer, d'avoir une autre page Google et encore une autre page Google, etc. etc. Donc sur la requête meilleure série Netflix aux États-Unis, on peut déjà filtrer dans Google sur le type de série que vous voulez voir. Plutôt aventure, plutôt comédie romantique, etc. Et vous n'avez toujours pas cliqué pour aller sur un site. Pour le foot, le sport, les Jeux Olympiques, etc., c'est pareil. Vous avez toutes les statistiques des joueurs détaillées, équipe par équipe, les scores, etc. Vous avez également la même chose pour la partie travel. Donc, Google a lancé Google Travel, qui est carrément une sorte de site à part entière dans lequel vous pouvez d'une part voir les différents points d'intérêt d'un endroit que vous souhaitez visiter, les zones d'affluence, les horaires d'ouverture, etc., etc. Et en plus, il vous dit comment remplir dans Google My Business ou dans les différents services qu'il propose pour que vous puissiez lui fournir encore plus d'infos, encore plus détaillées. Évidemment, ça va jusqu'à la partie aérienne. Le travel, c'est assez large. Donc, il y a la partie qu'est-ce que je vais visiter, mais également comment j'y vais. Donc, il vous propose directement le petit comparateur de prix qui va bien, qui vous permet de choisir la ville de départ, la ville d'arrivée. Ça ne vous rappelle rien, ça ne vous rappelle pas les Skyscanner, ça ne vous rappelle pas l'Illigo, ça ne vous rappelle pas ces sites-là. En fait, Google, il fait exactement la même chose. Sachant que derrière, la petite subtilité, c'est qu'évidemment, il ne vous le dit pas forcément tout de suite, et pour un internaute, ce n'est pas forcément transparent, mais Google, il va toucher une REM à un moment donné, il va toucher une rémunération par rapport aux clics qui vont être faits quand vous êtes en bout de processus d'achat. Comme pour n'importe quel comparateur, quand vous arrivez sur le site, le prix n'est plus le même, c'est la loi de l'aérien, c'est comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, Google propose de plus en plus de services sur de plus en plus de sujets. Google Hotel, c'est la même chose, c'est une sorte de Airbnb des hôtels directement dans Google. On voit des SERP comme celle-ci, sur le spectacle également,
avec les différents concerts et pourquoi pas à terme la possibilité directement de réserver une place de concert ou de spectacle sur Google. Hein. On peut l'imaginer. Google a également racheté des boîtes sur la partie gestion de paiement, donc on peut aller assez loin dans les perspectives à ce niveau-là. Donc au final, tout ça, c'est pas fini. C'est-à-dire que la veille que vous devez faire, vous, à titre individuel, sur votre secteur, sur votre thématique, elle doit être permanente parce que du jour au lendemain, Google peut choisir de vous manger toute une partie de votre trafic. Donc évidemment, on va parler de Google dépendance, on va parler de diversifier ses sources de trafic, ses sources d'audience et ses différents leviers web marketing. Mais il faut prendre en compte ça dans tous les cas pour savoir ce qui se passe et pour être soit les premiers à réagir d'une autre manière, soit les premiers à exploiter les services Google, parce qu'on va voir qu'il y a quand même pas mal de choses à exploiter. Voilà quelques résultats qui sont issus de SERP américaines avec des détails sur les constructeurs de voitures, les différentes voitures, etc., les machines à laver. Voilà, bon, je ne vais pas tout détailler, mais il y a pas mal de sujets sur lesquels Google développe de plus en plus des SERP, fait des tests, et en fonction des actions des internautes sur son moteur, il va choisir ou pas de garder cet affichage ou de le moduler, de le changer et de faire d'autres tests, puisque au final, tout le trafic qu'il reçoit, c'est du trafic qui est gagné. Bon, on a également ce qu'on appelle les SERP Zero Result, donc les SERP sur lesquels on a juste la calculette de Google et même plus les petits sites qui sont en dessous. Donc autant dire que là, vous êtes mangé tout cru quand vous êtes sur ce type de secteur. Alors jusqu'où ils vont aller comme ça? La question, on peut se la poser, elle est légitime. Quelque part, ils communiquent un petit peu là-dessus, donc ils vous donnent quelques pistes. Ce qu'on sait déjà, c'est que l'objectif de Google, c'est plus uniquement d'être un moteur de recherche, c'est plus uniquement d'être un moteur de réponse, c'est d'être un assistant personnel. Je parlais du côté meilleur ami, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'ils veulent de plus en plus s'imposer dans votre vie de tous les jours et vous proposer une expérience qui soit la plus personnalisée possible, en gros qui réponde à tous vos désirs. C'est ce que fait Google dans la partie OS sur mobile. Voilà, tout ça, ça vient d'un point de départ que moi je situe à peu près en 2012-2013. 2013, c'est la sortie de la mise à jour d'algorithme Colibri, qui en gros permettait à Google de mieux comprendre les requêtes qu'on appelle conversationnelles. Donc en gros tout ce qui est questions-réponses, qui chante telle chanson, quelle taille fait Nicolas Sarkozy, 1m20, etc. etc. Voilà, ce type de questions-là, Google a appris à mieux les interpréter, à mieux les connaître. Et derrière, l'innovation suivante, ça a été RankBrain. Alors je suis désolé, les polis sont un peu sautés, donc il y a peut-être des trucs qui sont un peu moches, mais ça va à peu près. Donc RankBrain, qu'est-ce que c'est? C'est l'outil de machine learning et de deep learning même de Google qui lui permet de reclasser les sites. Donc on parlait tout à l'heure des backlinks, des liens, du contenu bien évidemment, on va en reparler. Mais ça lui permet parfois de reclasser les sites dans ses SERP en fonction des comportements des internautes, en fonction de ce qui se passe, pour mieux répondre à l'intention de l'utilisateur. On va beaucoup parler d'intention utilisateur, parce qu'au final, quand quelqu'un fait une requête, il y a un but derrière, c'est soit un but informationnel, ça va être potentiellement un but d'achat, ça va être potentiellement un but de confirmation d'informations. Et tout ça, Google essaie de comprendre ce qu'il y a derrière pour proposer les sites les plus adéquats. Et quand je dis les sites les plus adéquats, ça veut dire qu'on va commencer à réfléchir à comment sont construites les pages qui se positionnent pour soit faire, entre guillemets, la même chose, soit potentiellement faire mieux et proposer un service qui soit plus adapté à l'internaute. Donc ça veut dire qu'au final, on commence à parler de SXO, donc de SEO plus UX, satisfaire l'internaute, c'est bon pour le SEO. En plus de ça, une des grosses innovations, innovation, c'est pas vraiment une innovation, c'est plutôt un point sur lequel Google aime à communiquer ces dernières années, c'est sur la partie vocale. Eux, ils communiquent beaucoup sur le fait que 20% des requêtes qui sont faites aujourd'hui sont des requêtes vocales. Donc ça, c'est des stats qui datent de 2016 parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont beaucoup communiqué. Ils disent ça un peu tout le temps. Ils parlent des 50% pour 2020, très bien, admettons. Ils vous disent que 40% des adultes utilisent au moins une fois par jour la recherche vocale, etc. Bon, c'est le marché américain. Maintenant, on ne va pas se mentir. Je pense que tout le monde dans la salle pourrait me confirmer que si quelqu'un a déjà utilisé son smartphone dans un lieu public pour faire une requête vocale et derrière a acheté un produit, je veux bien qu'il lève la main et on en reparle. Ok, pas de volontaire, personne. Voilà, tout ça pourquoi? Parce que ça veut dire que dans ces stats-là, on inclut les fonctions vocales du téléphone. Ça veut dire qu'au final, les principales requêtes qui sont effectuées, c'est rentrer à la maison, c'est appeler papa, c'est appeler maman, c'est lancer telle application. En gros, c'est des services purement UX. On ne parle pas de services d'acquisition d'audience. On ne parle pas de conquête de trafic. On ne parle pas de conquête de marché. Ça veut dire que quand on est sur des requêtes très concurrentielles et une
une assez faible partie du trafic SEO au final est concernée par ça. C'est-à-dire que sur l'ensemble des clics SEO dont je vous parlais tout à l'heure, il y a beaucoup de requêtes brand, de requêtes marques, donc sur les différentes marques, sur les différents sites que les gens connaissent. Par contre, quand il s'agit d'une personne qui cherche un produit ou un service et qui ne sait pas encore à qui s'adresser, à quelle société finalement s'adresser, là c'est autre chose. Et on va parler de requêtes purement transactionnelles, sur lesquels, nous, évidemment, on va monter des stratégies afin de vous rendre plus visible. C'est l'objectif. Et là-dessus, je pense aujourd'hui que la recherche vocale est encore assez loin de ce qu'elle est capable de faire. Déjà, pour une raison toute simple, c'est que quand vous faites une recherche vocale sur Google, vous avez aujourd'hui aucune possibilité de dire « next » ou « résultat suivant » ou « autre résultat ». Ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Bon, je ne parle pas des autres problématiques de la recherche vocale, mais voilà. Par contre, on peut voir des vraies innovations UX sur la partie chatbot et sur la partie transition entre le moteur de recherche et le chatbot. On commence à avoir des partenariats qui sont faits. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de Se Loger ici, mais en tout cas, il y a des trucs qui sont pas mal sur le côté. Je parle à Google et je lui demande de me mettre en relation avec Se Loger, sur lequel je suis logué et sur lequel j'ai déjà lancé une recherche d'appartement. Et il va directement me dire si ma recherche d'appartement a engendré des nouvelles possibilités aujourd'hui ou pas, est-ce qu'il y a des nouvelles annonces. Voilà, ça c'est le genre de possibilités qu'on peut voir sur la recherche vocale. Maintenant, aujourd'hui, ça ne concerne pas vraiment la conquête, c'est-à-dire le nerf de la guerre en SEO. Alors si on va encore un peu plus loin, Google a communiqué à l'occasion de ses 20 ans, parce que Google a 20 ans comme Cybercité, donc c'est cool, on est né en même temps que Google. On n'y est pour rien, hein, c'est pas nous, désolé. Alors celle-là, elle est un peu moche. En gros, la logique de Google et la logique du futur de Google, c'est de partir des micro-moments, parce qu'ils ont beaucoup communiqué sur les micro-moments, c'est-à-dire à un instant T, j'ai besoin d'un camping en Ardèche. Je suis de la région Rhône-Alpes, donc désolé, c'est l'Ardèche, voilà. Donc du coup, vous allez faire ce type de requête-là. Et à partir des micro-moments, Google considère qu'aujourd'hui, sur la plupart des requêtes justement transactionnelles, on parle plutôt d'un voyage de la recherche plutôt que d'un micro-moment. C'est-à-dire qu'au final, c'est un ensemble de micro-moments qui vont constituer un voyage. Ça veut dire que pour une transaction donnée, vous allez effectuer 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 10 requêtes sur une période assez longue qui va être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc à mettre en relation avec toutes les problématiques d'attribution que vous pouvez avoir sur vos analytics. Mais effectivement, on va se poser la question de combien d'étapes il va falloir, quelle requête il va falloir utiliser. Et tout ça, Google se propose de vous le cloisonner, c'est-à-dire qu'il va être capable d'identifier que telle requête et telle requête sont associées. Par exemple, je cherche à un moment donné où partir en vacances et quelques jours après, je cherche camping en Ardèche. D'une manière ou d'une autre, avec les différentes entités linguistiques qu'il connaît, il va être capable de relier ça et de vous construire une sorte d'ensemble de recherche qu'il va appeler une sorte de journée et de vous le proposer directement dans la SERP. L'étape suivante étant de détecter vos comportements utilisateurs avec le machine learning pour savoir que tous les mois de novembre, vous faites des requêtes qui sont liées au ski parce que vous voulez partir en février. Et spontanément, sur la homepage de Google, il va vous lancer directement des recherches que vous n'avez pas effectuées, mais qu'il présume que vous serez capable d'effectuer en ce moment. Ça, c'est ce qu'ils veulent faire. Et c'est ce vers quoi ils tendent. Aujourd'hui, ils vous proposent des pushs directement sur la homepage. C'est plus ou moins personnalisé. Demain, ils veulent de plus en plus s'adapter et personnaliser les résultats. Après, il y a d'autres, donc c'est ce qu'ils appellent Google Discover, la partie SERP sans requête. Et derrière, les autres innovations qu'ils mettent en place, c'est plutôt pour contrer les différents concurrents que sont Facebook, Instagram, etc., en proposant quelque chose de plus visuel. Notamment la possibilité de voir des vidéos directement dans la SERP de Google, la partie AMP qui permet aujourd'hui de faire des stories qui sont potentiellement liées à l'intelligence artificielle également, ainsi que des services de réalité augmentée on peut voir sur certains téléphones que quand vous prenez une photo d'une fleur, il va vous reconnaître automatiquement de quelle fleur il s'agit. Google compte faire également ce type de choses. Bon, je voulais pas vous mettre la mort. Je vois des têtes désemparées et tout. C'est pas fini. Ça veut dire qu'il y a encore plein de moyens de performer. Bien sûr, Google nous prend une partie du trafic SEO. Maintenant, la grosse majorité de ce trafic qui nous vole, quelque part, c'est du trafic qui n'était pas forcément le plus performant. On voyait les exemples des calculettes. Aujourd'hui, je ne pense pas que quelqu'un dans la salle aujourd'hui soit un site qui ne fasse que de la calculette pour traduire des devises ou des choses comme ça. Donc généralement, sur les vrais business models, on a encore plein de leviers d'acquisition de trafic sur lesquels on peut performer.
le trafic SEO aujourd'hui, même s'il a diminué sur le mobile, le trafic Google, il est toujours massif. Enfin, c'est quelque chose, ça reste le canal d'acquisition de trafic le plus rentable. Il n'y a aucun débat là-dessus. Même si on peut faire plein de choses avec les autres leviers, aujourd'hui, le SEO, quand on est bien positionné, ça rapporte énormément. Par contre, effectivement, le niveau d'effort nécessaire, il est de plus en plus important. Le seuil de tolérance sur les actions que vous mettez en place, il est de plus en plus bas. Et évidemment, les places sont plus chères, ça coûte plus de temps, ça coûte plus d'argent, et c'est une évidence. Un exemple tout bête de ce qu'on peut encore faire sur la SERP directement, les positions 0, ce qu'on appelle les featured snippets, c'est-à-dire que Google, dans certains cas, est grand seigneur et vous laisse quand même la source. Hier, il y avait mon boss Jean-François Longy qui était ici avec notre client Veto Store et qui présentait une stratégie justement qui tournait autour des featured snippets sur comment nourrir mon cheval. Le site est positionné et Google dit, selon Veto Store, pour nourrir un cheval, il faut du foin, des cacahuètes, je sais pas quoi. Je suis pas très cheval. Bref, peu importe. Donc on voit qu'effectivement, sur plein de secteurs d'activité, sur plein de thématiques, Google va vous afficher ce qu'on appelle la position 0, avec soit un tableau, soit une liste à puces, soit un bloc de texte. Et tout ça, on peut l'exploiter via les stratégies de content marketing pour aller justement la chercher et essayer de se positionner le plus haut possible. On peut également exploiter au niveau de la strat ce qu'on appelle les People Also Ask. Donc c'est tout simplement le petit service qui permet directement dans la SERP de cliquer sur des résultats annexes quand on a des questions justement purement informationnelles. Tout ça aujourd'hui, on pourrait croire qu'on reste chez Google, mais au final c'est du refine d'un côté, c'est-à-dire que ça permet quand même d'être visible sur la SERP là où on ne l'aurait pas été avec des questions annexes. Et pour nous, c'est une mine d'or en tant que SEO, puisqu'on va détecter tout ça, on va le scraper d'une certaine manière, on va utiliser cette data en masse, et derrière, on va utiliser les termes les plus fréquents pour les insérer dans nos stratégies de contenu. Donc on a tout un ensemble d'outils qui nous permettent d'analyser les SERP en détail sur tout un panel de mots-clés pour pouvoir ressortir les strates les plus pertinentes sur les termes qui sont pour le coup les plus tapés par les internautes. Après, charge à nous également de travailler avec nos clients pour identifier les réelles intentions utilisateurs et cibler en priorité celles qui concernent les actes les plus importants, c'est-à-dire les actes soit d'achat, soit de réservation, soit de prise de lead, etc. Donc la strat aujourd'hui en SEO, c'est vraiment prépondérant et on va en reparler. Alors du coup, comment on performe ? Il y a plusieurs moyens. Je vais surprendre personne aujourd'hui. Je vais parler, en tout cas pour ceux qui connaissent bien le SEO, je vais parler de technique, je vais parler de contenu, je vais parler de linking. Et on va voir que toujours aujourd'hui, encore en 2019, on a toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Je vous parlais de nos 600 clients. Aujourd'hui, sur les 600 clients qu'on a et avec lesquels on travaille du SEO, qui sont plus ou moins gros, mais pour certains qui sont assez significatifs, on a beaucoup de problématiques qu'on rencontre. Et au final, on s'aperçoit que déjà, les basiques du SEO, il faut encore les mettre en place. On pourrait croire que les CMS sont optimisés nativement pour le SEO. On pourrait croire plein de choses. Il y a encore beaucoup de boulot. Pour performer, il faut déjà passer par la partie technique. Et la partie technique en SEO aujourd'hui, c'est 100%. Ça veut dire qu'on ne peut plus oublier le fonctionnement de Google. On ne peut plus se permettre de mettre en place des sites qui ne soient pas compatibles avec Google et qui ne soient pas optimisés à 100% d'un point de vue technique et d'un point de vue crawl. Parce qu'au final, le fonctionnement Google, il est assez simple. C'est un robot. Il vient sur votre site, il le crawl. Donc ça veut dire qu'il regarde le contenu des pages, le contenu du code source. Il va indexer. Et potentiellement, il va vous positionner. Donc, si on image, pour ceux qui ne connaissent pas trop ces notions-là, le crawl, c'est ça. Ça veut dire que Google, il défriche tout ce qu'il peut. Donc, évidemment, si votre site, c'est un jardin à la française, il va beaucoup plus facilement comprendre de quoi vous parlez. Si c'est la grosse jungle, il va peut-être trouver quelques endroits sympas, mais la plupart des endroits, il ne va pas les visiter. À partir de là, son objectif, c'est de transformer ça en quelque chose qui ressemble plutôt à ça. Une bibliothèque qui va être classée par rayon, par thématique, etc. Donc plus on lui structure le contenu, avec des données structurées notamment, on va revoir, plus finalement on va avoir de chances d'avoir un volume de contenu pertinent, classé dans l'index de Google. Et par la suite, évidemment, l'objectif c'est d'émerger là-dedans. Parce que d'une part, il faut bien comprendre que la SERP de Google, c'est un espace publicitaire d'un média, et le média c'est Google. Après, que ce soit du SEO, de l'AdWords ou les services de Google, pour l'internaute, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'arriver à être visible là-dedans. Bon, pour ce qui me concerne, pour la partie SEO, sans payer, hein, si possible. En tout cas, en payant une agence, mais bon, bref, on ne coûte pas cher. C'est pas le problème.
En tout cas, il faut arriver à être visible dans un espace publicitaire assez fort, de manière organique pour ce qui est du SEO. Donc si les 2 premières étapes ne sont pas respectées, ça va être très compliqué, et c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui, parce que finalement, toutes les grandes enseignes commencent à faire du SEO, et les SERPs de Google ne sont plus dominés par des pure players ou des sites spécialisés dans le SEO, comme ça pouvait être le cas il y a quelques années. Alors, c'est quoi le SEO technique pour 2020 ? Je ne vais pas tout vous détailler. Quand on fait un audit technique chez Cybercité, on audite plusieurs dizaines de points de contrôle. Et c'est pareil, je suppose, pour tous les professionnels, en tout cas, j'ose espérer. On a tout un ensemble de guidelines, de basiques à respecter qu'on va auditer. Et là, je vous fais un petit retour d'expérience de ce qu'on voit le plus souvent et de ce qui pose le plus souvent problème au final par rapport aux impératifs que nous impose, hein, on n'a pas trop le choix, que nous impose Google aujourd'hui. Le premier point, finalement, ils ne sont pas classés, hein, c'est quelques points qui sont les plus importants, ils ne sont pas classés. On a un point très important aujourd'hui, c'est tout simplement s'adapter à sa cible. On parlait du trafic mobile, aujourd'hui le trafic mobile il est significatif, il a dépassé le trafic desktop. Donc indépendamment de ce que peut nous dire Google, soyez compatible parce que je suis mobile first, etc. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un site mobile et que vous avez une cible qui est mobile, ça n'a aucun sens. Enfin, à un moment donné, il faut être réaliste. C'est une question de business model à ce stade-là. C'est même plus une question de SEO. Donc aujourd'hui, on parle de mobile first. Demain, en 2020 et au-delà, au vu des taux de pénétration du mobile sur les jeunes générations, les 12-25 ans, qui sont à 90% des utilisateurs exclusifs de mobile, on va vers du mobile only en fait. Ça veut dire que sur tous les secteurs d'activité sur lesquels vous avez un réel enjeu et un réel trafic mobile aujourd'hui, demain potentiellement vous aurez que ça. Donc il faut bien prendre ça en compte et bien se dire que ça se prépare dès maintenant parce que vos concurrents potentiellement ils y sont. Donc évidemment ça veut dire que quand on fait du contenu mobile et qu'on veut être Google friendly, finalement il faut faire en sorte de ne pas dégrader la version mobile vu que Google va l'indexer en priorité en mode mobile, donc ça veut dire ne pas supprimer les contenus quand on passe sur mobile, ne pas dégrader la navigation et le maillage interne. Et tout ça, c'est des choses qu'on voit souvent comme dépriorisées. C'est-à-dire qu'on voit la notion du X, on voit la notion de il faut avoir un site mobile parce qu'il faut avoir un site mobile. Maintenant, on oublie trop souvent le SEO sur cette partie-là. Alors, je ne parle pas trop de AMP, PWA, si vous avez des sujets là-dessus ou des questions là-dessus, vous pourrez me voir après, mais ça concerne généralement assez peu de personnes. Donc n'hésitez pas, ça reste des technologies qui sont assez innovantes, en tout cas surtout pour le PWA, et qui peuvent permettre de faire pas mal de choses, mais voilà, je ne vais pas détailler parce qu'on a un peu trop de choses à voir. Évidemment, quand on parle mobile, on parle rapidité. Ce qui est pénible pour un internaute sur un PC, c'est encore plus pénible sur un mobile. Et la rapidité en mobilité, on sait tous, on a tous galéré à afficher une page dans le métro. On sait tous qu'il y a certains sites sur lesquels on n'a bizarrement pas de problème. Enfin, je sais que j'étais dans le métro ce matin et j'étais sur Twitter et c'était plutôt agréable, c'était plutôt cool. Par contre, dès que j'ai cliqué sur un lien, impossible d'afficher quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, il y a une bonne raison pour ça, c'est qu'il y a des logiques de mise en cache, il y a des logiques d'optimisation de vos sites qui sont directement, quand on regarde les stats, directement corrélées soit au taux de rebond que vous allez avoir, soit aux performances de transformation derrière, puisque à partir du moment où vous rentrez dans un funnel de réservation ou que vous partez sur une plateforme de résa tierce, les problèmes de performance, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, de ce qu'on voit, on bosse beaucoup dans le e-tourisme chez Cybercité, et ce qu'on constate, c'est qu'on a des sites clients, on bosse pour Courchevel, on bosse pour des stations de ski par exemple, on voit bien que souvent, le site est optimisé, le site est mobile first, le site est rapide, on passe à la conversion, et là, pouf, ça marche plus, quoi. Ça veut dire que la plateforme de résa, elle n'est pas à jour. Donc c'est des vraies problématiques à se poser quand vous benchmarkez ce type de solution, de vous assurer qu'au-delà du côté fonctionnel pur, il y a une vraie logique du X et d'optimisation de la conversion derrière, parce que sinon, dans tous les cas, vous ne pourrez pas convertir votre trafic. Donc c'est vraiment des points qui sont essentiels et qu'on sous-estime trop. Après, si on revient sur du plus pur SEO, la problématique principale qu'on retrouve sur 90% des sites sur lesquels on commence à travailler, c'est des problématiques de duplication de contenu. Principalement, alors quand on parle de duplication de contenu, souvent, si je vous pose la question, vous allez me dire, moi j'en ai pas parce que mon contenu, il est qu'à un seul endroit, j'ai pas publié ma page 2 fois ou des choses comme ça. Et en fait, quand on se rend compte, quand on crawl les sites à la manière de Google, on va s'apercevoir que de la duplication de contenu structurelle, c'est-à-dire qu'elle est liée à des fonctionnalités utilisateurs, souvent des navigations à facettes, des systèmes de tri, des systèmes de comparateurs de produits, des moteurs de recherche internes, tous ces outils-là qui sont faits pour l'internaute, ils ne sont pas forcément SEO friendly parce qu'ils ne sont pas prévus pour, ils ne sont pas optimisés pour, et du coup on a
tout un ensemble de correctifs qu'on doit mettre en place. Alors généralement, on travaille en étroite collaboration avec les agences de nos clients pour faire ça. On s'assure de combler finalement ces manquements qui n'ont pas été prévus initialement. Évidemment, dans la duplication, il y a plein d'autres cas. Encore une fois, on peut toujours s'en reparler sur le stand après, il n'y a pas de souci. Mais il y a également des questions de faiblesse éditoriale. Aujourd'hui, si vous avez un catalogue produit, que vous êtes e-commerçant et que vous vendez les mêmes produits que tout le monde, pourquoi Google vous placerait devant les autres? Aujourd'hui, à contenu égal, c'est le plus gros qui gagne. Ça veut dire que quand vous êtes sur une marketplace, potentiellement, vous dégradez votre SEO. Ça veut dire que potentiellement, si vous commencez à vendre des produits qui sont vendus chez Amazon, chez Cdiscount, etc., bon courage si vous ne personnalisez pas vos fiches produits. Aujourd'hui, c'est ça, le vrai nerf de la guerre, c'est le contenu utile et qui va réellement servir l'internaute. Alors derrière, un des gros points qu'on voit, alors pour le coup, on a fait un livre blanc, on a fait 2 livres blancs sur la refonte, que je vous invite soit à télécharger, soit à les récupérer sur le stand. On en a un qui s'appelle « Réussir sa refonte », qui est tout neuf, qui vous donne principalement des guidelines de méthodologie, parce qu'au final, on s'aperçoit que les principales problématiques qu'on rencontre dans le cadre d'une refonte de site, c'est des problèmes de méthodologie, il faut se parler, il faut communiquer au bon moment aux bonnes personnes. Et on a également un livre blanc qui s'appelle « Rater sa refonte ». Et ça, c'est plutôt un petit retour d'expérience de toutes les catas qu'on a pu voir, soit avec les agences, soit avec les clients, de choses qui arrivent régulièrement et qui ne devraient pas arriver en 2019. Je parle de refonte, mais ce n'est pas la seule chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conduite du changement sur un site internet, c'est indispensable. J'ai souvent des clients qui me demandent, voilà, on réfléchit à refondre, qu'est-ce que vous nous conseillez comme CMS? Je vais faire de pub pour personne, mais on va bosser avec tel CMS, ou on hésite entre 2 CMS. Ils me parlent d'un CMS open source, d'un CMS propriétaire, et généralement, quand j'entends CMS propriétaire, je commence à tirer un peu la gueule. Et généralement, ce qui se passe, c'est que derrière, on se retrouve avec des clients qui sont embarqués dans une solution qui n'a aucune flexibilité de développement, sur laquelle ils ne peuvent faire aucune modification, et sur lesquels il y a des gros freins bloquants SEO. Donc à partir de là, si votre développement et vos développeurs ne sont pas flexibles, à long terme, ou à moyen terme, ou parfois à court terme, vous allez au-devant de graves dangers par rapport au SEO. Parce qu'à un moment donné, Google va, pour une raison ou une autre, changer une règle. Voilà, le passage en HTTPS, pouf, c'est maintenant. Le mobile first, bam, c'est maintenant. Comment on fait pour changer un template de page parce qu'on s'aperçoit que nos concurrents, ils ont mis leur page comme ci, alors que nous, on l'avait mis comme ça. Tout ça, si vous ne pouvez pas le faire facilement, vous allez perdre du temps et vos concurrents, ils vont gagner des positions, tout simplement. Donc il faut être capable de gérer la pérennité de son contenu au sens large, que ce soit techniquement et éditorialement également. Et après, le basique, ça je le récapitule pour la forme, pour ceux qui ne savent pas, et c'est quand même un truc indispensable et qu'on voit encore trop souvent mal fait ou pas fait, ou fait de la mauvaise manière, entre guillemets, ce qui revient à mal fait. Le balisage, vous n'avez plus le droit à l'erreur aujourd'hui. Une page, c'est une balise title optimisée, qui est liée à son contenu, c'est des balises H1, H2, etc. qui sont propres, c'est des attributs alt sur les images, c'est l'utilisation de données structurées en microdata. Tout ça, on ne peut plus se permettre de ne pas le faire. Aujourd'hui, Google vole, comme je le disais, toute une partie du contenu. Si vous ne le structurez pas de la bonne manière, vous avez d'autant moins de chances de ressortir sur la SERP. Et je mets un petit warning pour tous ceux qui envisagent d'utiliser les technologies JavaScript, les frameworks JavaScript, les AngularJS, les Vue.js, etc., les PWA. C'est possible. C'est possible. Maintenant, c'est plus difficile. Ça peut engendrer des sous-performances. Et si vous ne mettez pas le SEO très tôt dans la boucle pour, par exemple, faire du server-side rendering, ce que certains ne font pas, Google ne verra pas vos contenus, ne verra pas votre navigation et va forcément finir par soit vous déclasser, soit crawler moins souvent vos sites. Et un site qui n'est pas crawlé, c'est un site qui n'est pas positionné généralement. Alors pour tout ça, on part généralement de la prise de décision, c'est-à-dire que quand on doit mettre en place une stratégie SEO, on va utiliser tout un ensemble d'outils, tout un ensemble de données. Il faut bien garder en tête qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'outils SEO. Il n'y en a pas trop ici encore, mais quand vous faites des événements SEO, plus orientés SEO, comme le SEO Camp ou des événements comme ça, vous allez voir plein d'outils SEO qui font plein de trucs, qui font de l'intelligence artificielle, qui font du SEO, qui vous donnent une note, qui font des trucs magiques, etc. C'est super, il y en a plein. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit souvent, c'est que cette corne d'abondance, elle est géniale pour un SEO. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis super content de pouvoir bosser avec plein d'outils formidables qui font plein de trucs et qui mâchent un peu mon travail. Maintenant, ce qu'on constate souvent,
quand nos prospects ils arrivent et qu'ils viennent nous parler de leur projet, c'est qu'ils ont effectivement pris une licence sur tel ou tel outil, ça leur a coûté 2000 balles par mois pendant un an. Et puis en fait, c'est tout simplement... voilà, bon, là je cite quelques exemples d'outils qui sont assez cool. Je ne rentre pas dans le détail et je fais de pub pour personne. Mais souvent ce qu'on voit, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que la corne d'abondance, soit elle n'a pas été utilisée, soit elle a été mal utilisée, soit elle a été mal comprise. Et les outils sans l'expertise aujourd'hui, ils peuvent vous faire prendre des mauvaises décisions et ils peuvent vous engager dans les directions qui ne sont pas les bonnes. Donc attention à ça. Parfois, on peut améliorer son score SEO. Je donne un exemple qui, je pense, ne touchera personne ici personnellement. Quand on regarde des outils comme Yoast SEO, qui est un outil d'optimisation pour WordPress, qui est formidable, hein, un outil formidable vraiment, et puis en plus qui est innovant et précurseur, aujourd'hui, il vous donne un score d'optimisation. Il vous dit, voilà, si vous avez mis le mot-clé à tel endroit, c'est bien, etc. Et il vous dit, vous êtes à X% d'optimisation, il vous met du vert, du orange, du rouge, très bien, c'est parfait. Maintenant, ça ne fait pas tout en fait. Ça veut dire que ça, c'est les basiques. C'est vraiment les basiques de chez Basique. Et la performance SEO, elle n'est pas à chercher ici aujourd'hui. Elle est à chercher principalement dans la définition de votre stratégie. Ça veut dire, et dans la partie tech et pas faire de grosses erreurs. Ça veut dire qu'au final, moi, ce que je recommande principalement, c'est 2 types d'outils. Le premier, c'est des outils de prise de décision qui permettent de faire de l'audit benchmark, donc vraiment de l'audit de marché, de l'analyse de SERP et de l'analyse de data sur les différents keywords, les différents mots-clés que vous cherchez à obtenir. Donc ça, c'est des outils cybercité, ça s'appelle CyberTools. Ça permet de faire justement du benchmark à partir d'une liste de mots-clés, de voir qui sont les sites les mieux positionnés et comment ils se sont positionnés, avec quels leviers, avec quels outils sur la SERP. En parallèle de ça, moi je vous conseille fortement d'avoir des outils d'analyse de crawl et d'analyse de log. L'analyse de crawl étant la partie prioritaire, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est hiérarchisé, c'est d'abord le crawl, ensuite l'indexation, ensuite le positionnement. Mais si déjà la première étape, vous ne savez pas comment ça se passe, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que les outils de crawl, ils vous permettent de simuler ce que ferait Google sur un site. La partie log, elle vous permet de confronter votre crawl à la réalité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir les hits de Googlebot et voir ce qui s'est réellement passé sur votre site et comparer ça. Ces analyses-là, pour un annonceur aujourd'hui, elles sont indispensables et elles vous permettent d'une part de ne pas claquer de l'argent pour rien. Ça veut dire que ce que vous allez développer pour le SEO, vous allez pouvoir mesurer l'impact réel et pas uniquement sur du résultat, aussi sur de la performance Googlebot. Et c'est indispensable aujourd'hui. Donc nous, je fais la petite minute de pub. On est en train de développer un outil qui est en bêta aujourd'hui, qui s'appelait TrackFlow hier, qui demain aura un nouveau nom qu'on vous teasera, j'espère, dans quelques semaines, qui permet de faire à la fois la partie analyse de marché, analyse de SERP, la partie on-page, la partie analyse de contenu, et potentiellement, parce que je parlais de flexibilité tout à l'heure, et flexibilité de développement, en fait, pour les outils SEO, c'est la même chose. Ça veut dire qu'un outil clé en main qui vous donne des KPI tout faits, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose si vous n'avez pas l'analyse nécessaire. Et vous ne pouvez pas fonctionner avec un seul outil de toute manière. Même nous, on développe nos propres outils, ça ne nous empêche pas de bosser avec tout le monde, avec Botify, avec OnCrawl, avec Screaming Frog, avec SEMrush, avec Ahref. Tous ces gens-là, on bosse avec eux pour aussi utiliser leur savoir. Et la clé aujourd'hui, elle est dans la data. Ça veut dire que le SEO est en train de muter pour finalement devenir une sorte de data SEO. Si je reprends un peu la formulation qui peut être faite dans le secteur en ce moment, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on proposera un outil de data vise personnalisable avec différents KPI que vous pourrez créer quelque part. L'idée, c'est de pouvoir créer ces pages en fonction de potentiellement toutes données possibles. Ça veut dire que vous allez aller chercher des données de Google Analytics, des données de Search Console. Là, par exemple, on voit, bon, là, c'est la partie concurrence. Mais on peut reconstruire, par exemple, notre provided avec le croisement de données Analytics et le croisement de données Search Console et des données de positionnement. Demain, si pour une raison ou une autre, vous voulez classifier votre site d'une manière particulière, identifier vos pages comme étant des pages importantes et des pages moins importantes, vous pouvez très bien créer un jeu de données, un dataset, et l'intégrer dans un outil qui vous permettra de croiser ça avec d'autres données. Alors, ce n'est pas forcément simple d'un premier abord à comprendre, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait jamais comment on va faire fonctionner le SEO sur un site. On personnalise finalement toutes les stratégies, on fait du sur-mesure et on s'assure que ce qu'on recommande à nos clients, d'une part, on va le tester, on va le crash tester, on va valider et ensuite,
on va déployer. Ça veut dire qu'on fait toujours en sorte de nous assurer que ce qu'on recommande, ça correspond au marché, au ciblage, aux cibles, au ciblage des utilisateurs et également aux objectifs qu'on veut acquérir. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir finalement créer vos différentes pages et vos différents indicateurs comme vous le voulez et pas comme vous l'impose un outil. En dehors de ça, on a défini la strat, on a une architecture qui est fiable, qui est propre, qui est rapide, qui est mobile first, etc. Là, on va pouvoir commencer à parler de contenu, de qualité de contenu. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je ne fais pas une conférence sur le content et je survole beaucoup de choses. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand par la suite. Mais en termes de contenu, ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est l'intention utilisateur. C'est tout simplement des choses qui peuvent être de l'ordre du bon sens. C'est bien savoir ce que vos cibles recherchent, qui sont vos cibles, comment elles recherchent, tout simplement, avec quels mots-clés, avec quelles requêtes, avec quelle façon de chercher, avec quels termes. Oubliez votre jargon professionnel, oubliez vos prérequis, vos préjugés, pardon, et ce que vous pensez, vous, de vos produits ou de vos services, et posez-vous vraiment la question de vos cibles. Utilisez toutes les données que vous avez. Parfois, si vous faites des questionnaires de satisfaction ou des choses comme ça, c'est des retours terrain qui sont essentiels. Nous, quand on a ce genre d'éléments, on est hyper content. Une customer journée, des enquêtes de satisfaction, des choses comme ça, c'est vraiment royal pour créer une stratégie pertinente. Et derrière, il faut analyser la réponse de Google. Parfois, on va essayer de travailler un mot-clé, et je vais avoir des clients qui vont me dire « ouais, tel mot-clé, c'est ma priorité absolue ». Et en fait, quand je le tape dans Google, je m'aperçois que tous les résultats, ils n'ont rien à voir avec le site de mon client. Rien à voir. Tout simplement parce que la majeure partie des gens qui tapent ça, le tapent pour une raison différente. Je vous donne un exemple tout bête. Course en ligne. Course en ligne, c'est quoi? C'est le PMU ou c'est Auchan? Potentiellement, ça peut être les deux. Aujourd'hui, c'est plutôt Auchan. Il y a quelques années, c'était les deux. Donc ça, cette veille-là, il faut la faire. Et en fait, Google, il l'analyse de toute manière. C'est-à-dire qu'il va analyser la satisfaction sur ce qui se passe sur son moteur en fonction du temps que les gens vont rester sur les sites avant de revenir et des taux de clics qu'il va observer sur son site. Je parle des taux de clics sur son site, donc sur Google. Et une fois que vous avez analysé ce qui fonctionne sur vos thématiques sur Google, eh ben, je ne vais pas vous dire faites pareil, mais faites mieux en fait. Ce qui fait la différence aujourd'hui, en dehors de la brand, de la popularité de votre marque et de votre communication, votre marketing, bah, c'est tout simplement votre expertise. Si vous êtes expert dans un domaine, Google va vous valoriser parce que vous avez, entre guillemets, montré patte blanche, vous avez prouvé par du contenu, par un service rendu à l'internaute, que vous êtes le meilleur. Donc, vous êtes légitime. Donc, potentiellement, on parle de vous, donc potentiellement, on fait des liens vers vous, etc. etc. C'est un petit peu le cercle vertueux, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et tous les clients avec lesquels on travaille et qui ont cette démarche-là ont des résultats positifs, systématiquement, quand ils ne restent pas bloqués à l'étape technique avec un site qui n'est pas crawlable, bien entendu. Dernier volet sur la partie off-page, la partie linking, donc j'en parlais. Le linking, c'est le fait d'obtenir des liens externes depuis d'autres sites vers le vôtre. Je reviens à ma première slide. Google s'appelait encore Backrub à l'époque, en 97, qu'ils avaient déjà cette innovation de PageRank, de classement de pages basé sur la popularité, sur le nombre de liens. Et ben en fait, aujourd'hui, c'est encore la base de l'algo de Google. Ça veut dire qu'ils ne sont, malgré tout, malgré toutes les innovations, malgré tout le machine learning, malgré tout ce qu'ils sont capables de faire, ils ne sont toujours pas capables, aujourd'hui, de se séparer de cet indicateur-là. Ils aimeraient beaucoup, parce que ça génère beaucoup de spam, ça génère beaucoup d'actions qui portent à la manipulation de leur index, mais ils n'en sont pas capables. Donc au final, moi j'ai tendance à vous dire de bosser votre linking pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a Google Penguin et que le négative SEO, ça existe. Donc potentiellement, des concurrents peuvent démolir votre site sans trop de problèmes, avec quelques actions un peu bien senties. Optimiser le profil de lien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui parlent déjà de vous, mais qui ne font pas des liens vers chez vous. Donc ça, c'est de la RP, de la relation publique, ça peut être de la relation presse également, mais c'est tout simplement utiliser votre réseau. Tous vos collaborateurs, ils ont potentiellement un compte LinkedIn, ils ont potentiellement des sites perso, communiquer auprès d'eux pour leur dire d'être corpo et de faire des liens vers votre site. Enfin, tout ça, c'est des choses assez basiques, mais vous avez un capital sympathie d'une certaine manière, il faut l'exploiter au maximum. Si vous n'avez pas de capital sympathie, je suis désolé. Et ensuite, corriger les liens erronés. Aujourd'hui, potentiellement, vous avez fait une refonte, 2 refontes, 3 refontes, et rien ne vous dit que les liens qui pointaient vers votre site il y a 5 ans,
ils sont toujours valides. Potentiellement, les URL, vous les avez changées, elles ont été modifiées, et vous n'avez pas géré cette partie-là, parce que généralement, c'est toujours la partie qu'on oublie. Dans n'importe quelle refonte, la partie linking, on l'oublie très régulièrement. Donc pensez-y et pensez, encore une fois, à crawler vos sites, à regarder ce qui se passe, et potentiellement, vous détecterez d'une part des sources de trafic potentielles, et d'autre part, des sources pour développer votre SEO. Alors chez Cybercité, on prône également le linking tactique qui permet parfois de compenser certains manques naturels et qui permet d'aller chercher des liens bien ciblés sur certaines pages pour apporter ce qu'on appelle du link juice, donc vraiment de la puissance de linking, orienté sur la sémantique, c'est-à-dire des liens qui soient pertinents, qui soient dans la même thématique et qui amènent non pas du trafic mais du jus SEO pour votre site. Le contenu de qualité, ça ne suffit pas toujours. Même si vous faites du contenu de qualité, ça ne drainera pas toujours autant de liens que déjà votre notoriété, donc vos actions de com, elles sont indispensables pour ça de toute manière. Et la partie tactique, de toute manière, il faut la travailler pour pousser un petit peu plus et accélérer. Parfois, ça permet de décoincer des situations avec une dizaine, une vingtaine de liens. On peut avancer, on peut avoir des résultats assez sympathiques. Mais pour ça, je vous invite à en rediscuter avec nous sur notre stand. Alors le on-SERP SEO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je vous disais tout à l'heure que Google récupère les contenus et fait son propre site sur Google et ne laisse plus sortir l'internaute. Tout simplement, il reste encore des espaces sur lesquels on peut être présent. Google, ok, ils ont créé My Business, donc ils prennent une partie de visibilité et de service avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'inscrire dessus, avoir des fiches fiables, avoir des fiches propres, avec toutes les infos que vous pouvez donner. Ça, c'est tout simplement votre empreinte de marque. Et cette empreinte de marque, on peut la travailler de plein de manières. Quand on tape le nom d'une marque, on a un petit graphe sur la droite avec plein d'informations. Tout ça, vous pouvez le revendiquer, vous pouvez faire des modifications, vous pouvez le personnaliser pour être dans la ligne du parti et vous assurer que ce que vous communiquez est fiable également. Enfin, je vais accélérer un peu pour la fin. Le SEO n'est pas tout seul. Encore une fois, ne soyez pas trop Google dépendant, ou en tout cas, si vous utilisez Google, utilisez-le en intégralité. Je parlais tout à l'heure de pages publicitaires, c'est ça. Google, c'est un espace publicitaire dans lequel on peut faire du SEO, mais également du payant. Bon, alors ça, j'ai pas mis mes slides dans l'ordre, mais c'est pas grave. Quand je dis que le SEO n'est pas tout seul, évidemment, il y a la partie empreinte de marque, la présence sur les réseaux sociaux, votre communication, ce qu'on appelle votre popularité en termes d'avis également, indispensable aujourd'hui, de travailler ça, d'avoir les étoiles dans Google, d'avoir des bonnes notations. Je parlais de satisfaction utilisateur, ça va assez loin. Ce que les signaux que Google est capable de comprendre, d'analyser et de retranscrire dans son algo, ça va jusqu'à ça. Donc faites en sorte d'avoir une com la plus positive possible sur votre marque. Et derrière, n'oubliez pas quelque chose. Je parlais donc encore une fois de pages publicitaires. Un internaute qui arrive sur Google, il ne sait pas faire la différence aujourd'hui encore entre un lien sponsor et un résultat naturel dans une énorme portion de cas. Donc là, l'étude, elle est un petit peu datée, mais on a très très peu d'études sur le sujet. Mais c'est ce qu'on voit dans les taux de clics également. Les taux de clics sur AdWords, ils sont assez faibles. Et l'étude de Moz sur l'année dernière, on s'aperçoit qu'on a entre 3 et 4% de l'intégralité des requêtes qui concernent les liens sponsors. Donc 3 à 4%, c'est pas grand-chose. Par contre, ça représente quand même un trafic incrémental significatif. Donc imaginez la puissance que peut avoir le SEO qui représente plutôt de l'ordre de 40% sur mobile et de 60% des clics sur desktop. Vous pouvez imaginer que ça a son importance de respecter les différentes guidelines dont on vient de parler aujourd'hui. Mais il faut jouer sur les deux leviers. En résumé, parce que normalement, en termes de timing, je suis juste. Quelques points à retenir sur le SEO. Comment on se prépare pour 2020 ? C'est bon ? Une veille permanente sur la SERP de Google, sur votre thématique ou vos thématiques. Toujours en veille, toujours observer ce qui se passe. Tapez vos mots-clés dans Google. C'est le premier truc à faire. Tapez vos mots-clés dans Google et regardez ce qui se passe. Regardez ce que font vos concurrents. Regardez quel type de page ils proposent et faites mieux. Développez votre empreinte de marque, ça c'est de la com. Là, pour le coup, je ne peux rien faire pour vous, si ce n'est vous dire voilà, si votre marque elle n'est pas connue, si votre marque vous faites rien pour la développer, le SEO ne vous sauvera pas. Le SEO qui bosse dans son garage et qui vous donne du résultat pendant que vous faites autre chose, ça ne marche pas. C'est time consuming le SEO, même pour vous. Donc évidemment, prendre une agence, prendre une équipe, etc., ça vous fait gagner du temps, mais il y a de l'implication nécessaire de tout le monde dans l'entreprise pour avoir des résultats. Le mobile, la rapidité, avant tout.
Bon, après, sauf éventuellement certains secteurs d'activité qui sont ciblés sur les CSP++, d'âge plus de 65 ans, mais sinon, soyez mobile, soyez rapide. Et pensez aussi à la rapidité de vos interfaces de paiement, de vos interfaces de réservation. Encore une fois, je le redis parce que c'est un truc, moi, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou de voir ça. Des sites qui sont super bien optimisés. Même moi, en tant que client, hein, j'ai réservé mes vacances cette semaine. Je suis désolé, mais les sites sont super cool. Et puis, en fait, dès qu'on arrive sur le process de paiement, c'est une tannée, c'est horrible. Pensez à ça si vous êtes dans ce domaine-là et essayez de faire des efforts et de benchmarker un peu plus parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Une architecture technique propre, plus le droit à l'erreur, on fait du SEO propre, on fait des sites propres, qui soient crawlables, qui soient indexables. Si vous utilisez des outils dédiés au SEO, faites en sorte d'avoir l'expertise qui va avec pour éviter de prendre des mauvaises décisions. Développez des contenus experts qui soient réellement, et pas uniquement dans un but SEO, qui soient réellement adaptés à votre cible. Posez-vous la question quand vous faites un contenu de pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites, et est-ce que vous, à leur place, ça vous plairait de lire ça. Et enfin, faites du netlinking tactique au-delà de votre communication de marque, parce que parfois, c'est le petit truc qui fait décoincer une situation et qui vous permet de performer. Voilà, j'en ai terminé. Quelques petits livres blancs que vous pouvez récupérer sur notre stand sur pas mal de sujets. On a également un trafic conséquent qu'on peut vous donner. On a un petit magazine qui s'appelle More Traffic, More Business. Le dernier épisode, c'est à la recherche du lead. Donc il y a pas mal de sujets. On parle de local, notamment de SEO local, si vous voulez en savoir plus sur Google My Business. Voilà, il y a pas mal de sujets. N'hésitez pas. Et encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur notre stand à l'entrée et venir discuter avec nous sans problème. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Alban.